à tous et bienvenue sur le stand de l'UNCAS, ce premier jour du Congrès des maires. Nous allons cet après-midi parler de France Travail, parce que oui, les jours de Pôle emploi sont comptés. D'ici au 1er janvier 2025 au plus tard, ce sera remplacé par France Travail. On en a beaucoup parlé depuis la campagne présidentielle, notamment par rapport à une mesure phare qui est les 15 heures d'insertion obligatoire pour les allocataires du RSA. Et on va en parler cet après-midi avec M. Antoine O'Haraud, qui est adjoint au maire de Dijon en charge des solidarités, de l'action sociale et de la lutte contre la pauvreté, également vice-président de l'UNCAS. Et M. Alain Lejeune, vous êtes donc le président de l'UD, l'Union départementale des CCAS de Seine-Maritime. Donc il y a un changement de nom, il y a des mesures fortes. Et cette mesure dont je parlais des 15 heures, avant même de rentrer dans la polémique, Monsieur O'Haraud, on peut dire que c'est un changement de vision dans l'accompagnement des personnes les plus précaires. Il y a effectivement un changement de vision, déjà même dans la sémantique, puisqu'on passe de Pôle emploi à France Travail, et donc on passe de l'emploi au travail. Et c'est une différence fondamentale. Le travail, c'est la production, alors que l'emploi, c'est tout l'environnement autour du travail, avec les conditions de travail, les conditions de rémunération. Et donc on voit bien que cette mesure, si elle peut avoir des côtés bénéfiques, et on en parlera dans le débat, déjà dans la philosophie et la sémantique utilisée, on a quand même une perte importante de relation avec l'usager, puisqu'on va le considérer uniquement comme un outil de production et non plus comme un salarié à part entière, avec tout ce que ça implique en termes de droits, en termes de reconnaissance, en termes de rémunération. Donc je crois déjà que rien que ce changement d'appellation amène déjà une réflexion qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens. Donc un changement de mentalité, et pourtant les partenariats ils sont déjà là depuis un long moment entre Pôle emploi et les collectivités. Bien sûr qu'il y a un travail quotidien qui est réalisé localement entre Pôle emploi et les collectivités, mais Pôle emploi s'adressait à une certaine catégorie de population, alors que France Travail veut s'adresser à toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Pôle emploi ne travaillait pas ou peu avec les bénéficiaires du RSA ou avec les jeunes de moins de 25 ans qui étaient accompagnés par les missions locales, alors que France Travail va avoir cet objectif de s'adresser à toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi et en situation de précarité. Mais vraiment, cette question sémantique, je crois qu'elle démontre la vision que le gouvernement a aujourd'hui de la relation au travail, où le salarié est considéré comme un outil de production, mais n'est pas considéré comme un être humain à part entière dans l'environnement. Alors moi, je viens d'une famille politique qui défend le travail depuis toujours. Je suis socialiste et les socialistes ont toujours défendu l'émancipation par le travail, néanmoins en prenant en compte l'environnement dans lequel le salarié évolue. Et là, on enlève un petit peu de cette réflexion autour de l'environnement pour ne considérer le salarié, ou en tout cas le bénéficiaire des minima sociaux, que comme un outil de production qui doit du coup retrouver le travail et non pas la vision globale qu'on doit avoir de quelqu'un qui est éloigné de l'emploi et donc qui doit avoir réglé avant l'emploi déjà les questions de santé, les questions de logement, les questions de mobilité, les questions d'alimentation. Et ça, c'est le travail qu'on fait nous dans les CCAS et qui du coup risque d'être un petit peu mis en difficulté par la mise en place de France Travail. Monsieur Lejeune, il y a déjà un partenariat fort avec Pôle emploi, y compris sur les allocataires du RSA qui effectivement ne sont pas forcément toujours les premiers publics. Alors effectivement, les CCAS n'ont pas attendu cette réforme pour travailler en partenariat et en réseau. Heureusement, d'ailleurs, à Barentin, le directeur de l'agence Pôle emploi locale est membre du conseil d'administration du CCAS. Mais je rejoins tout à fait mon collègue sur la préoccupation que nous avons sur le sens des mots et finalement, on peut au moins dire une chose, c'est que ce gouvernement est cohérent avec lui-même. On pense et on sait où il va. La seule chose, c'est que les populations dont s'occupent les CCAS en priorité, souvent les plus précaires, les plus éloignés de l'emploi, et d'ailleurs ça fait l'objet de conventions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA avec le département. Nous signons avec ce département, dans le cadre du schéma unique des solidarités, une convention, et nous sommes garants que tous les publics vont être accompagnés de la meilleure des façons qui soit, et pas uniquement qu'ils soient vus comme une utilité économique, mais aussi dans leur dignité en tant qu'être humain. Et on le sait, mon collègue le disait, que ça passe. Vous savez, on ne va pas réinventer l'eau tiède,
on va d'abord, on assure d'abord ce qu'il faut en termes de santé, d'alimentation, etc. Et puis après, on peut se projeter dans quelque chose. Mais il y a peu, il a été dit qu'il est fort probable que ceux qui sont les plus précaires sont les plus en difficulté en termes de projection dans l'avenir. Et donc, dans ce nouveau partenariat qui est censé être mis en place entre le service public de l'emploi, qui s'appelle Pôle emploi ou France Travail à la limite, et les collectivités, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part de l'État pour améliorer cet accompagnement? Déjà, il faut se souvenir d'où on vient quand le RSA a été créé. Le RSA, il a remplacé le RMI, qui était une allocation universelle distribuée sans condition, à un RSA qui avait cette vocation d'insertion sociale. Et l'État a délégué au département l'accompagnement et l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. C'était en 2004 sous Raffarin, et puis ensuite ça a été mis en place avec le RSA sous Nicolas Sarkozy avec Martin Hirsch. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On se rend compte qu'en fait, finalement, 6 bénéficiaires sur 10 bénéficient d'un contrat d'engagement et que 4 bénéficiaires du RSA sur 10 n'ont pas de contrat d'engagement. Donc déjà aujourd'hui, on a une carence des départements sur l'accompagnement et l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Pourquoi? Parce que les départements, malheureusement, ont vu le nombre de bénéficiaires du RSA exploser depuis les lois de décentralisation et donc ont eu une charge supplémentaire à supporter qui n'a pas été compensée par l'État et donc font avec les moyens dont ils disposent qui sont parfois limités. Donc je n'accuse pas les départements de ne pas faire leur travail, je dis juste qu'ils ont des difficultés à le mettre en œuvre. France Travail vient en nous disant qu'il va falloir que les bénéficiaires du RSA fassent 15 heures obligatoires d'insertion professionnelle par semaine. Déjà aujourd'hui, dans la mise en œuvre du RSA, les départements n'arrivent pas à engager 100% des bénéficiaires du RSA dans les contrats d'engagement. Donc comment est-ce que demain, on va réussir à avoir cette obligation de 15 heures d'insertion professionnelle ou 15 heures de travail dissimulé, parce qu'il va falloir voir les conditions dans lesquelles ça se passe, de travail dissimulé pour des personnes qui en plus, pour la plupart, sont des personnes déjà extrêmement éloignées de l'emploi. Je vais vous dire philosophiquement ma pensée, je pense que c'est bien qu'on engage les bénéficiaires du RSA dans une démarche d'insertion professionnelle. Mais ça ne doit pas être au détriment de l'insertion uniquement pour une question de travail. L'insertion professionnelle, ça n'est pas que aller faire une mission de travail. L'insertion professionnelle, c'est ce que disait mon collègue Alain Lejeune, ça englobe des questions de mobilité, d'alimentation, de santé, de logement. Et on voit aujourd'hui déjà qu'on a des grandes difficultés dans les CCAS à accompagner les personnes les plus précaires dans ces besoins essentiels. Donc imaginez qu'on aille ensuite demain leur dire vous allez aller pendant 15 heures par semaine travailler, sinon on va vous sucrer votre RSA. Concrètement, on est très très loin de pouvoir le mettre en œuvre objectivement, surtout quand on voit que les départements aujourd'hui n'y arrivent pas uniquement dans le contrat d'engagement. Donc franchement, c'est bien dans la philosophie de se dire qu'il faut engager les bénéficiaires du RSA dans l'insertion professionnelle. Malheureusement, ça ne règle pas la situation que nous allons connaître et que nous connaissons déjà aujourd'hui sur le terrain. Je sais pas ce que tu en penses. Monsieur Lejeune, justement, vous nous parliez tout à l'heure de votre schéma unique des solidarités avec le département. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé avec le conseil départemental de Seine-Maritime pour justement, est-ce qu'il va y avoir un soutien des CCAS au département sur ces obligations de 15 heures? Écoutez, en tout cas, on y est vigilant, à tel point que nous avons demandé au département de la Seine-Maritime de revoir leur copie sur la rédaction de la convention RSA, puisque nous avions le sentiment d'être davantage des prestataires que des partenaires. Et c'est un peu ennuyeux. Je dois vous l'avouer, très franchement. Les élus et particulièrement les travailleurs sociaux qui ont en charge l'accompagnement sont des gens qui ont un engagement plein et entier. C'est le dernier kilomètre, nous sommes les seuls à avoir encore cette capacité, cette possibilité. D'ailleurs, on l'a vu au moment du Covid, les CCAS n'ont pas fermé. C'est-à-dire que ça a été une des rares institutions qui n'ont pas fermé pour accueillir les publics en grande difficulté. Et dans ces moments-là, c'est encore plus difficile. On l'est d'autant plus qu'on pense aussi qu'on peut vite sombrer, de par les accidents de parcours, etc. Aujourd'hui, on voit dans les CCAS des travailleurs pauvres, on voit des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de vivre aujourd'hui alors qu'ils ne venaient jamais dans un CCAS. On voit qu'il y a une précarisation forte
Et donc, s'il y a une précarisation forte, moi je suis toujours dubitatif entre les métiers dits à forte tension pour lesquels on cherche de l'emploi, mais peut-être devrait-on se poser la question, est-ce que ces métiers sont suffisamment attractifs alors qu'il y a des gisements d'emploi? Parlons par exemple sur cette loi grand âge qui n'arrive pas à sortir, alors qu'il y a des gisements entiers, il va y avoir des besoins énormes en termes d'aide à la population, d'aide de soutien aux personnes âgées. On va avoir un taux de vieillissement important. Donc là, il y a là de quoi former, de quoi accompagner des populations dont il n'y a pas forcément besoin d'un haut niveau de qualification. Il y en a bien évidemment, mais qu'on peut accompagner vers une professionnalisation, tranquillement mais sûrement, il y en aura besoin. Il faudrait peut-être aussi que le gouvernement fasse converger ses préoccupations. Alors pour le coup, j'ai envie de dire, le gouvernement, il présente France Travail comme un lieu où justement on va pouvoir se mettre autour de la table avec le département, mais aussi la région pour la formation. Est-ce que si, imaginons que tout se passe bien et que ce qui est prévu se mette en place, c'est une autre question, mais est-ce que ce lieu d'échange entre toutes les collectivités et le service public de l'emploi pourrait porter des fruits? Juste une chose. J'ai l'impression que des fois on recrée l'eau tiède. Hein. C'est vraiment quelque chose où on prend quelque chose d'ancien et on en fait du neuf, on l'appelle autrement, etc. Moi je vais être gentil, je vais dire bon, pourquoi pas. Encore faut-il que tous ceux qui sont autour de la table s'accordent sur le même objectif. Je veux dire, si on ne veut pas aller au même endroit tous ensemble et accompagner l'ensemble des populations de manière différenciée, bien évidemment, hein, Antoine le disait tout à l'heure, il faut d'abord s'accorder sur les objectifs qu'on souhaite mener ensemble. Et puis il y a un élément essentiel, me semble-t-il, c'est qu'il faut qu'on soit réaliste. Nous ne ferons pas, et je pense que nous n'avons pas à le faire, que 100% de la population soit au travail avant d'être debout. Oui, et puis ça dépend de comment est-ce qu'on considère les bénéficiaires du RSA. Vous avez des départements, celui dans lequel je vis, qui considère le bénéficiaire du RSA déjà comme un fraudeur et qui passe son temps à expliquer qu'il fait de la chasse à la fraude. Donc quand il considère déjà que le bénéficiaire du RSA est un fraudeur et est une charge, c'est compliqué derrière d'engager des politiques publiques pour accompagner les bénéficiaires du RSA vers l'insertion professionnelle. Et qui voient les bénéficiaires du RSA comme étant une charge financière pour la collectivité qui lui empêche de faire autre chose. Bon, voilà, ça c'est une conception que moi je ne porte pas et que je crois que nous ne portons pas, dans les CCAS en particulier. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette loi France Travail, pour l'instant, elle n'est pas encore mise en application. Et il y a un recours devant le Conseil constitutionnel qui vient d'être déposé, notamment au regard de la méconnaissance du droit à un revenu minimum d'existence, parce que ça va créer plusieurs catégories de bénéficiaires qui ne seront pas dans l'égalité des droits tels que le prévoit la Constitution. Je ne sais pas ce que dira le Conseil constitutionnel sur ce recours qui a été déposé par un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale et de sénateurs, mais voilà, aujourd'hui, il y a encore une incertitude sur la mise en œuvre réelle de ce service public de France Travail. Et comme le disait Alain, aujourd'hui, on a déjà des instances dans lesquelles tout le monde est autour de la table. Heureusement qu'on se parle entre les CCAS, les unions départementales, les départements, les régions, Pôle emploi, les services de la dette. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des instances dans lesquelles les gens se discutent et les gens travaillent. Donc voilà, demain, de dire qu'on officialise des réunions qui existent déjà, j'espère qu'on n'en créera pas de nouvelles. Parce que pour le coup, on a autre chose à faire que de faire de la réunionnite. Et le point qui fâche, les financements, vous le dites, il y a beaucoup de monde à accompagner. Il pourrait y avoir besoin de les accompagner beaucoup plus au-delà d'un contrat les 15 heures. Est-ce que vous, CCAS, vous êtes prêt à prendre une charge et contre quelle aide financière? Mais en fait, on accompagne déjà. On le fait déjà, ce travail, vis-à-vis des personnes qui sont aux minima sociaux, que ce soit au RSA ou des personnes qui sont à l'APA ou des personnes qui sont à la PCH. Dans nos bénéficiaires des aides d'urgence qu'on distribue, des aides facultatives qu'on distribue dans les CCAS, on a beaucoup de personnes qui sont déjà dans les bénéficiaires des minima sociaux. Donc c'est un travail d'accompagnement qui est déjà réalisé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne demande pas d'aide particulière pour le faire, on le fait parce que c'est la dignité humaine et parce que c'est le rôle des collectivités, et en particulier des mairies et des CCAS. Donc ce travail, il est déjà réalisé aujourd'hui et on continuera bien sûr à le faire demain. Les départements, c'est autre chose, parce que les départements, eux, financent l'aide.
Et eux, ils se retrouvent dans des situations financières extrêmement difficiles, entre au moment où ça a été transféré au début des années 2000 et aujourd'hui, et au nombre de bénéficiaires, bien sûr, n'est pas le même. Ce qui n'est pas la même réalité selon les départements. Vous avez des départements qui sont très contraints financièrement par les bénéficiaires du RSA, d'autres départements plus vieillissants qui sont contraints par le versement de l'APA. Donc on a quand même des choses différenciées. Alors la Première ministre a annoncé récemment des aides supplémentaires pour les départements. Moi, ce qui m'intéresse quand même dans cette dimension de France Travail, c'est que comment on va faire effectivement, concrètement, pour que de 60% de contrats d'engagement, on arrive à 100% et que effectivement tous les bénéficiaires puissent être accompagnés, parce que c'est quand même l'objectif. Et ça, c'est un objectif qu'on partage tous, c'est que personne ne rêve de vivre sa vie au RSA. Tout le monde a envie de s'en sortir et tout le monde a envie d'aller au travail. Tout le monde a envie d'avoir cette dignité du revenu lié à son activité professionnelle. Mais encore faut-il pour ça résoudre d'autres problématiques. Quand vous habitez dans un village rural à 30-40 km de l'endroit où vous pourriez avoir du travail, mais vous avez des problèmes de mobilité, il faut régler ces problèmes de mobilité. Quand vous avez des problèmes de santé qui ne sont pas réglés parce que vous avez un accès difficile aux soins, il faut régler ces problèmes-là. Quand vous habitez dans un quartier périphérique et que vous avez des problèmes de logement, il faut régler ces problèmes-là. Et c'est seulement si on arrive à régler ces problématiques-là qu'on peut envisager de rentrer dans une dynamique d'insertion professionnelle. Mais aujourd'hui, France Travail ne permettra pas ça. Et heureusement que les CCAS sont là pour travailler à toutes ces questions-là. Ah oui, je rejoins pleinement, ça ne surprendra pas mon collègue. Effectivement, je crois que notre problématique dans les CCL, c'est de continuer notre accompagnement tel que nous le faisions, voire l'améliorer bien évidemment. En termes de financement, il faut savoir que d'ores et déjà, nous ne sommes pas couverts sur l'ensemble d'un coût. De l'accompagnateur d'un travailleur social ou de tout type de profil n'est pas couvert à 100%. Et effectivement, heureusement que les villes suppléent, puisqu'elles ont une obligation de subvention d'équilibre au CCAS, de par leur fonction première qui est d'aller vers les populations les plus précaires. Heureusement que les villes, là encore, n'ont pas attendu. Rappelons aussi qu'on leur a supprimé un moyen qui était la taxe d'habitation. Je veux dire qu'à la fois, d'un côté, vous supprimez les moyens, et de l'autre, vous exigez davantage de travail. À un moment donné, il faudra me dire comment on fait. Moi, je ne suis pas capable de le faire, en tout cas. Du coup, s'il y avait une conclusion, ce France Travail, il vous fait peur? Vous le regardez de loin ou on va voir quand même un peu comment ça se passe? Moi, je suis plutôt wait and see. J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière et d'élu et carrière professionnelle. Moi, j'ai vécu en Afrique noire. J'ai l'impression parfois de voir arriver dans nos pays des stratégies de survie des populations légitimes, les mêmes que ceux que j'ai vécu moi une vingtaine d'années au Burkina Faso par exemple ou au Mali. On parlait tout à l'heure de la difficulté avant d'aller au travail d'un certain nombre de domaines, la pyramide de Maslow, enfin je veux dire on ne va pas réinventer le tienne encore une fois. Et on voit arriver en France ce type de choses et ça c'est inquiétant parce que la question qui doit nous être posée, et ce n'est pas que ce gouvernement-là, je pense qu'on n'a jamais autant donné, mais on est toujours autant en difficulté, voire davantage. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions politiques qui sont prises dont on ne mesure pas suffisamment les effets collatéraux. Et nous sommes sans cesse, moi j'ai le sentiment, en tant qu'élu aux solidarités, je ne sais pas ce qu'en pensera vos collègues, d'être souvent en train de courir sur comment on va pouvoir essayer de guérir la plaie qui vient de s'ouvrir, plutôt que de avoir le temps de proposer suffisamment de choses en termes d'innovation, même s'il y a des choses, heureusement, et puis l'intelligence humaine fait qu'on réfléchit toujours, mais en tout cas, moi j'ai souvent l'impression qu'on est souvent un docteur, et qu'on n'anticipe pas suffisamment les décisions politiques qui sont prises sur certains espaces. Peur par rapport à votre question, non, on n'en est pas là, et heureusement d'ailleurs, et on va faire et on va travailler. Et on est des républicains, et donc de toute façon, on respectera la loi, et on la fera, et on l'appliquera sans difficulté. Ce que disait Alain est très juste, et j'irai même plus loin sur la question de la justice fiscale. Il y a eu effectivement la suppression de la taxe d'habitation qui a mis en difficulté l'autonomie fiscale des collectivités et des communes en particulier. Mais de manière plus générale, on a un problème de sentiment de cohésion sociale dans notre société où les écarts de rémunération, je ne vais pas dire n'ont jamais été aussi élevés, parce qu'il y a déjà eu des périodes où c'était encore plus élevé, mais où en tout cas les écarts s'accroissent. Pourquoi ? Parce que
on a cette obsession de vouloir diminuer l'impôt. Mais l'obsession de vouloir diminuer l'impôt, il profite à qui? Ça profite à celui qui paye l'impôt, et donc ça veut dire que ça profite en particulier à celui qui est le plus riche. Et aujourd'hui, quand vous voyez les Restos du Cœur qui font un appel en disant on n'arrivera pas à s'en sortir, et d'ailleurs les Restos du Cœur font un appel, mais ce n'est pas les seuls, les banques alimentaires, les secours populaires nous le disent aussi, on n'y arrive plus. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Il appelle Bernard Arnault pour que Bernard Arnault il fasse un chèque. Ben non. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on aide plus les Restos du Cœur, c'est qu'il y ait moins de bénéficiaires aux Restos du Cœur. C'est pas que les Restos du Cœur ils aient plus de moyens, et en plus en faisant appel à la charité des milliardaires, mais non, c'est plutôt qu'il y ait moins de bénéficiaires et qu'il y ait moins de pauvres. Et en fait, on ne pose pas cette question-là dans le cadre de ce que doit être ou ce que devrait être la cohésion fiscale et sociale de notre pays. Et donc là, il y a vraiment des réflexions et des combats politiques à mener, parce que l'impôt, quand il est juste, quand il est justement perçu et qu'il est à la charge de ceux qui peuvent le payer, et bien déjà ça fait un meilleur sentiment d'appartenance à la société et une plus grande cohésion sociale, et ça fait plus de justice et ça fait moins de pauvres. Donc je crois, et malheureusement le gouvernement nous démontre tous les jours que c'est pas vraiment dans cette direction-là qu'il veut aller. Donc, mais il y a des combats politiques à mener et on en fait partie et on sera là. Je vous remercie. Et comme vous le disiez, effectivement, le Conseil constitutionnel devra, sur la loi plein emploi, rendre une décision à peu près à mi-décembre et on saura exactement ce qu'il en est des critères pour les allocataires. Je vous remercie à tous les deux de votre participation. Merci. Merci.